Présenter rapidement le professeur Stéphane Darmoni, Ah bien. professeur d'informatique médicale au CHU de Rouen et Université Rouen-Nice. Il est l'un des pionniers de l'informatique médicale en France, mais il est connu mondialement pour ses travaux sur la sémantique médicale, la reconnaissance d'entités nommées en médecine, les terminologies et les systèmes d'information pour la santé. Son Ouais, intérêt, faut pas exagérer. Je suis connu dans ma rue, quoi. Donc je remercie publiquement Coralie de porter le noir. Vous savez que on dit que les All Blacks portent le deuil de leurs adversaires, donc ça me paraît bien comme introduction. Merci Coralie. Donc je voulais très vite vous présenter. Je vais pas détailler tout le monde, mais je voulais insister sur le fait que la santé numérique, ça implique de très nombreux acteurs, de très nombreuses compétences. Vous voyez qu'autour il y a non seulement des gens différents, mais il faut noter que c'est des gens aussi parfois bicompétents. Par exemple, Catherine Le Thor, elle est pharmacienne et documentaliste. Et puis vous noterez que Romain Le Guillon, qui a choisi de quitter notre département de santé numérique, en fait, on ne lâche jamais nos amis et donc il continuera à faire de la recherche avec nous. Voilà. Donc je vais passer directement au projet partage. Partage, ça veut dire développement avancé de commun numérique pour l'intelligence artificielle générative en santé. C'est un assez gros projet français, financé par la Banque publique d'investissement. On verra les chiffres tout à l'heure. Et chez nous, à Rouen, on a déjà institué une petite équipe autour de ce projet. D'habitude, tous nos projets, enfin tous, beaucoup de nos projets se font avec Nice. Et là, exceptionnellement, on a trompé Franck Dufour, Pascal Stassini et Céline Tisseur. Donc, c'est pas très beau, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc le projet, il est porté par le Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est une structure française qui a comme objectif historiquement, qui avait comme objectif de récupérer toutes les données de santé pour pouvoir faire de la recherche non plus à un niveau local, mais à un niveau national. Je vais passer les détails politiques parce qu'ils sont complexes. Donc vous voyez que il y a de très nombreux hôpitaux. Et en fait, il y a pratiquement tous les CHU français qui sont dans l'affaire, peut-être sauf Montpellier, Marseille et Nice, je crois. Non, il n'y a pas tous les hôpitaux, pardon. Et je vois qu'il en manque quelques-uns, comme j'exagère. Il y a 10 équipes de recherche sur le traitement automatique de la langue, donc TAL en acronyme. Et donc là, le D2e, c'était comment dire, notre logo précédent, puisqu'on a changé de nom entre-temps. Donc on est à la fois au niveau et à droite, pardon, il y a 20 établissements de santé. Donc on est à la fois du côté gauche et du côté droit, puisqu'on travaille depuis assez longtemps dans le domaine du traitement automatique de la langue. Euh, et accessoirement, on était dans un labo qui s'appelle le LIMIX, qui est aussi à gauche, mais qu'on a quitté pour des raisons politiques que je vais pas m'étendre sur ce point. Alors, ça, en fait, c'est même pas septembre 23, c'est plutôt septembre 22. Pendant 2 ans, on a travaillé historiquement sur une problématique de désidentification. Je ne sais pas si vous savez que les entrepôts de données de santé doivent tous et toutes être désidentifiés. Ça veut dire quoi désidentifier? Ça veut dire qu'on doit enlever au moins bien entendu le nom du patient, le nom des médecins, et concernant les patients, on doit enlever, par exemple, on peut conserver l'année de naissance, mais pas le jour et le mois. On doit enlever l'adresse évidemment du patient, etc., etc. Il y a une quinzaine d'éléments identifiants. On a déposé le dossier, je crois, en début d'année 24 et on a eu l'accord du financement en novembre. Et puis le HDH, qui est une structure politique, voudrait que ce projet français dépasse celui-ci pour que il s'étende à l'Europe. Alors je vais tout de suite, parce que je vous ai même pas dit à quoi ça sert cette affaire. Alors attendez, je pensais l'avoir écrit quelque part. Donc l'objectif de ce projet, c'est de développer un modèle de langue assez général en français et en santé. C'est pour ça que alors bien entendu, il y a beaucoup de choses qui existent déjà en anglais, et vous savez qu'en Europe, on parle au moins une vingtaine ou une trentaine de langues, je crois,
Je parle même pas des idiomes ou des, enfin bref, je passe. C'est beaucoup plus en fait, mais passons. Et l'idée, c'est d'expliquer ça, par exemple, à l'Italie. J'ai des collègues italiens avec qui on a déjà discuté, de reproduire ce consortium à l'échelle d'un grand pays comme l'Italie, de faire le modèle de langue en français, pardon, en italien et en santé, etc., en allemand et en santé, etc., etc. Est-ce que ça va se faire? Peut-être, mais en tout cas, moi, je vais me focaliser sur la France. Donc le budget, il est conséquent, hein, un budget total de 5 millions d'euros, un financement de 6,6. On a démarré Alors c'est un peu compliqué leur histoire. Le projet a démarré. Enfin, on s'est réunis le 7 novembre. Normalement, quand on se réunit, la date officielle de lancement, c'est le jour du lancement. Là aussi, pour des raisons du fait que ce projet est très ambitieux, moi j'ai beaucoup insisté pour le fait que 2 ans c'était pas assez, et donc ça va démarrer en mars 2025. Et comme j'étais très inquiet sur ce projet, en fait on a démarré en mars 2024. Avant même le début du projet, on a travaillé. Je vais vous expliquer ce que nous avons déjà fait. Donc, je l'ai déjà dit, l'idée, c'est de développer un modèle de langue donc génératif. Donc, on est sur de l'IA, l'intelligence artificielle générative, hein. L'objectif, c'est d'être, ça c'est très important également, en open source, c'est-à-dire complètement ouvert. Et puis, les entreprises françaises pourront travailler sur, sur ces outils-là et faire de la valeur, non pas sur le LLM lui-même, mais sur des applications fondées sur ce LLM. Pour travailler, on aura besoin de comptes rendus fictifs annotés, puisqu'on ne peut pas travailler, là aussi pour des raisons le RGPD, on ne peut pas travailler sur des données, même désidentifiées, fondées sur des vrais cas de patients. Je passe ces détails qui sont très très contraignants. Et puis on a créé 7 cas d'usage dont je vais parler juste après. Je vais passer l'étape 4. Alors, un modèle de langue large, hein, c'est comme on l'a vu déjà, donc si vous avez entendu Stéphane Canu en début de matinée, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est écrit là. Et puis Romain Lelon chez nous, dans le cadre de Sanurne d'ailleurs, a fait un cours qui est disponible que vous pouvez écouter en vidéo. Et en plus, c'est assez sympa puisqu'il y a eu à la fois Édouard Roussel et Franklin Ducatès, qui sont deux jeunes médecins du CHU de Rouen, qui ont un peu expliqué là aussi comment ils avaient utilisé ces outils-là. C'est disponible sur le site Sanur, non, j'en dis pas plus. Alors, juste un mot. Alors, donc, je sais pas, est-ce que vous voyez ma souris là, qui bouge? Oui ou non? Allô? Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge? Personne ne répond? Tout le monde s'est Oui, endormi? Oui, 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 on voit Vous bien. voyez ma souris, ok. Donc, donc en fait, il y a deux façons de travailler sur ces modèles de langue là. Il y a ce qu'on appelle le fine-tuning ou l'affinage. Bon, on n'a pas trouvé de l'adaptation locale. Et là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nécessite pas des grosses machines parce que en fait, vous modifiez la, la dernière euh, comment dire, colonne ou dernière ligne du réseau artificiel. Et donc ça, c'est pas très contraignant. En revanche, dès que vous voulez faire de l'entraînement continu, du pré-entraînement continu, et ben là, en fait, vous modifiez tout le corps des neurones artificiels, et ça demande des très très grosses machines. Donc, Stéphane Canu vous a parlé de Jean Z tout à l'heure. C'est une machine très très puissante, et c'est d'ailleurs sur ces machines qu'on va faire tourner notre modèle de langue. Et là, pour le coup, tout ce que vous avez décrit sur les problèmes occurrents en termes d'énergie, etc., ça pose d'énormes soucis. Et donc, il faut pas le faire tourner tous les quarts d'heure, cette affaire-là. Je vous donne juste un exemple. Nous, on a un annotateur sémantique, j'en dirai un mot tout à l'heure, qui marche sur nos 22 millions de comptes rendus, ou 24, je sais plus très bien le chiffre. Bon, ben, en fait, c'est une machine assez puissante, hein, qui tourne pendant 26-28 heures. Bah, ça coûte de l'électricité. Et donc, moi qui voulais le faire tourner toutes les semaines, je me suis calmé et on fait tourner ça tous les 6 mois. Donc, c'est vrai que la notion de frugalité,
elle doit être prise en compte aujourd'hui sur ces entraînements. On ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut être relativement, j'oserais dire, frugal. Alors, comment on va entraîner ces modèles de langue? Eh ben, il s'avère que là, c'est notre partie à nous. C'est qu'on va utiliser tout ce qu'on a développé depuis 30 ans. Certains ont été invités, puisqu'on va, le 3 février 2025, on va fêter les 30 ans de SysMef, donc qui est un catalogue de littérature grise avec 120 000 ressources. On a l'ISA qui est l'équivalent de PubMed pour le français. Je sais pas s'il y a des infirmières autour de la table. Eh ben l'ISA c'est très très utilisé pour les mémoires justement les mémoires de que ça soit à la fin du premier cycle, voire les mémoires pour les IPA. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser l'ISA pour votre mémoire. Et enfin, on a aussi eTop, qui est un serveur terminologique avec 100 terminologies de santé en 50 langues. Et toutes ces informations-là vont être envoyées au modèle de langue pour qu'ils apprennent sur ces connaissances. Alors là, vous comprenez bien qu'on parle bien de connaissances de santé et non pas de données de santé au sens RGPD du terme, avec des données de patients, qu'elles soient nominatives ou indirectement nominatives, ça ne change rien sur le plan légal. Vous ne pouvez pas les sortir de votre hôpital ou de votre structure. Ça, je vais passer parce il commence à faire un petit peu tard. Voilà, alors juste un mot, on va laisser tomber, on va laisser tomber le reste, on va se focaliser sur les cas d'usage. Donc, à quoi ça va servir ces LLM? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Un, ça va servir à la pseudonymisation ou la désidentification des données de santé. Et ça, c'est un vrai enjeu euh, comment dire, pragmatique et aussi économique. C'est-à-dire que là, pour l'instant, nous, on s'intéresse aux aspects, je dirais, de recherche, mais il y a bien entendu un business autour de la désidentification. Le deuxième, il est encore plus prégnant en termes de valorisation. J'imagine que vous savez tous que le codage automatique des diagnostics et des actes médicaux qui concernent le département d'information médicale, bah, si on peut optimiser ce codage et si on peut l'améliorer ne serait-ce que d'1%, donc comme c'est le budget de l'hôpital, hein, un budget à 200 millions d'euros, vous améliorez d'1% la qualité du codage, bah, vous faites le calcul, vous gagnez 2 millions d'euros. Donc vous voyez bien que c'est assez intéressant. Le troisième sujet, lui aussi très important, très à la mode, c'est comment je peux résumer automatiquement un compte rendu. En fait, c'est un peu plus ambitieux que ça. C'est N compte rendu d'un patient. C'est-à-dire que le patient, il est venu 12 fois à l'hôpital, il a eu 58 comptes rendus. Comment je vais pas me taper les 58 comptes rendus, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il y a une façon de résumer cette affaire? Alors, il y a beaucoup d'équipes à la fois académiques et d'entreprises qui travaillent sur le. Mais je crois même que qui c'est qui parlait de Doctolib hier, tout à l'heure? Je crois même que Doctolib travaille sur ce domaine, hein, en passant. Alors après, il y a exactement ce qu'on a vu avec le sémillant Romain Le Guillon, la génération de cas cliniques pour la formation. Bon, parfait. Et puis des cas un peu plus compliqués sur des données médicales en oncologie et des classifications de patients. Je vais laisser tomber. Et alors, je terminerai sur, de mon point de vue, l'application la plus importante, c'est le fait, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la notation sémantique des documents de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que je peux exploiter les données qui sont dans les comptes rendus? Or, en fait, il faut vous rendre bien compte de ça. Si vous avez 100 informations dans un dossier patient, il n'y en a qu'une qui provient du PMSI, il y en a 20 qui sont des données structurées, notamment qui viennent de la biologie, et tout le reste, ça vient des données non structurées. D'accord? Et donc, cet outil qu'on a développé depuis 15 ans avec des vieilles technos, qui a déjà été valorisé industriellement par une petite boîte des Hauts-de-France. L'objectif, c'est vraiment de rechercher de l'information. Alors, pour chez nous, dans nos entrepôts de données de santé, mais demain, je suis intervenu tout à l'heure sur le DMP. Pourquoi le DMP, il n'est pas utilisé? Parce qu'il manque cet outil-là, quoi. Donc, ça fait des années que je leur explique qu'il faudrait un outil. Alors, pas nécessairement le mien. Moi, c'est pas mon sujet. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on ait un outil au sein du DMP pour pouvoir exploiter ces données de santé non structurées.
Et donc, comment dire, et donc c'est déjà opérationnel chez nous au sein de notre entrepôt de données de santé qui a, alors, oui, ça fait 3 mois et on a déjà dépassé les 600 cas d'usage. Donc ça va assez vite. Je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je les prendrai avec plaisir.